Elle entend sa mère se lever, l'appeler, puis se recoucher. Morte de terreur, Sue se résigne à regarder et aperçoit alors 2 petits êtres gris. Puis elle perd connaissance. Le lendemain, sa mère lui confirme qu'elle s'est effectivement levée après avoir entendu du bruit dans sa chambre, mais qu'une force l'a comme obligée à se recoucher. Au début de l'expérience, quand on commence à être paralysé, imaginez un courant électrique. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, mais je sais qu'ils sont là. Lors de ces expériences, nous avons un contact avec des êtres intelligents. C'est là que j'ai su avec certitude que les enfants étaient enlevés eux aussi. J'ai pensé que les aliens allaient m'attaquer. T'attaquer et faire quoi? Te faire du mal? Oui, Et comment ils feraient ça? je ne sais pas. Bienvenue. Merci à tous d'être venus. Je parle au nom de ma famille pour vous dire que nous apprécions l'effort que vous avez fait en venant partager avec nous cet hommage que nous rendons à mon père. Mon père, John Mack. Vous êtes ses amis, ses collègues? John Mack était un éminent docteur en psychiatrie, un des professeurs les plus respectés de cette prestigieuse université américaine qu'est Harvard. John Mack a été tué accidentellement en septembre 2004. Aujourd'hui, la communauté scientifique de Harvard, mais aussi ses collègues, des proches, des amis, lui rendent un dernier hommage solennel. John Mack a eu comme patient certaines de ces personnes qui, à travers le monde, prétendent être enlevées par des extraterrestres. Après avoir travaillé durant des années avec plusieurs centaines d'entre eux, il a provoqué un véritable séisme en révélant que ces gens-là n'étaient pas fous et qu'ils étaient sincères. Je suis présent aujourd'hui à Boston. J'avais rencontré John un an avant son décès. Nous avions alors commencé à travailler sur ce film. Je retrouve ici un certain nombre de personnes comme Randy, devenus des amis depuis un an. Randy est un enlevé, une de ces personnes qui font l'expérience de ces contacts avec d'autres êtres. Rudy Shield est là aussi. Rudy, scientifique célèbre aux États-Unis, est astrophysicien au Centre d'astrophysique de Harvard. C'était un proche ami de John. La personne est en voiture ou au lit, et puis il y a une lumière, des entités qui entrent dans la chambre. Ils se sentent paralysés, on les prend, on les emmène dans un vaisseau, des choses se passent, il peut y avoir d'autres personnes, ils parlent de communication télépathique avec les aliens. Il y a tout un ensemble complexe d'événements qui se produisent et qui sont cohérents d'une personne à une autre. Il y a la base d'une histoire commune ici. Après des centaines de cas étudiés, dans ce pays, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, tout finit par se tenir ensemble, comme quelque chose de vrai. Et si c'est réel, qu'est-ce que cela signifie? Je suis journaliste d'investigation, ancien reporter de guerre. C'est donc avec la plus grande rigueur que j'ai commencé il y a 2 ans cette enquête sur l'apparition de la vie dans l'univers. Je n'avais aucune idée préconçue, mais les histoires d'OVNI me paraissaient assez farfelues. J'ai été intrigué en découvrant que des scientifiques sérieux consacraient au sujet de nombreux ouvrages. Et après quelques mois, j'ai bien été obligé de me rendre à l'évidence. Non, nous ne savons pas tout. Nous en sommes même très loin. Et Rudy ne me démentira pas. Rudy Shield vient de publier le résultat de toutes ses années de recherche en astrophysique. Cela lui vaut une renommée internationale. Pour ce chercheur infatigable, nos certitudes scientifiques actuelles apparaissent de plus en plus fragiles.
D'un point de vue astronomique, aujourd'hui, on peut dire que chacune des étoiles que l'on observe dans l'univers abrite très probablement une planète habitable. Ainsi, il faut une sacrée ferveur religieuse pour continuer à croire que la vie n'est pas apparue ailleurs dans l'univers. Lorsque j'écoute les enlevés et leurs récits, je les trouve incroyablement cohérents. En d'autres termes, s'ils étaient simplement en train d'inventer des histoires, je ne pense pas qu'ils puissent inventer 15 ou 20 faits qui soient tous cohérents entre eux dans la description d'une civilisation lointaine. Aujourd'hui, j'en suis certain. Et de la même façon, John Mack s'en était convaincu lui-même. Ces gens ne sont pas en train de nous mentir. Voilà 30 ans que le phénomène des enlèvements extraterrestres est étudié aux États-Unis. Je descends sur New York, retrouver le premier homme à s'y être intéressé. John me l'avait présenté l'année dernière. Un jour, une femme, une psychologue, me demande si je veux rencontrer Bud Hopkins. Je lui demande « Qui est-ce ?» Elle me répond que c'est un artiste de New York qui travaille avec des gens qui ont eu l'expérience d'être enlevés par des extraterrestres à bord d'un vaisseau. J'ai pensé que c'était complètement fou. C'était trop pour moi. Elle me dit « Non, c'est très réel, tu devrais le rencontrer. » Je suis donc allé le voir, il y avait plusieurs de ces personnes présentes, et j'ai été frappé parce que c'étaient des gens très ordinaires, excepté le fait qu'ils avaient eu des expériences extraordinaires. Ça a vraiment été renversant pour moi. Bud Hopkins habite le sud de Manhattan. Il découvre le phénomène des enlèvements extraterrestres en 1975. C'est lui qui publie les premiers livres à ce sujet. Depuis, il a étudié des centaines de nouveaux cas. J'avais demandé à Randy s'il voulait nous retrouver chez Bud, qu'il connaît bien. Randy était un patient de John. Il dit avoir ses contacts extraterrestres depuis l'enfance, contacts qui l'ont profondément traumatisé. C'est ce traumatisme comparable à celui de certains anciens combattants qui avaient convaincu John qu'il se passait quelque chose de réel, quelque chose que ces enlevés ne pouvaient avoir fabriqué. Une lumière a totalement rempli la chambre, comme si elle venait de partout. Je ne pouvais pas bouger. J'ai vu ces 4 êtres, des créatures, appelez-les comme vous voulez. Ils ont quelque chose de différent, comme une autre espèce, différent de nous. Ils entrent dans la chambre. Je ne sais pas comment ils sont rentrés. C'est comme s'ils étaient venus directement à travers le mur. C'est difficile à croire. Je peux les voir tous à côté de mon lit. Ils étaient 4. Un était tout contre mon visage, peut-être à 40 cm. Je ne pouvais pas bouger. Et puis, j'étais terrifié. Alors, quand je me suis tourné face à eux, c'était pour me battre, tu sais, j'allais me défendre. J'étais là et je n'arrivais pas à bouger. J'étais paralysé de peur. Puis je me suis tourné pour leur faire face. Il y en avait un qui était très près de moi. Il avait une sorte de flingue, un truc mécanique. Il s'approchait de moi alors que je me tournais de ce côté. Son bras venait vers mon cou. Je pouvais le voir s'approcher, et il approchait vite. C'était comme si le temps était ralenti durant cette seconde. Je pensais que j'allais mourir. Je pensais, quelle que soit cette chose, ça va me tuer. Toute ma vie a défilé devant mes yeux. Puis il a touché mon cou. Alors j'ai perdu tout mon corps. Tout mon corps s'est paralysé. Je ne pouvais plus le sentir. Et j'ai senti, ça faisait un bruit. C'était électrique, comme...
Tu sais, je ne sais pas, un bruit, comme un bourdonnement. Et c'est comme si ça avait figé mon corps, l'ensemble de mon corps physique, puis mon esprit, puis comme si ça avait déconnecté des systèmes, système après système. Ça a figé tout mon corps. À chaque fois que je me remémore ce qui s'est passé, c'est présent. Et je ne peux pas. Je sais juste que ce qui s'est passé était réel. C'est vraiment dérangeant pour moi. Le phénomène des enlèvements extraterrestres est venu à l'attention du public en 1966, avec l'affaire de Betty et Barney Hill. Mais j'ai des cas qui remontent aux années 20. Nous n'avons en fait aucune idée de quand ça a commencé. Voilà ce qui se passe en général. Les ovnis, des appareils ont des occupants. Des êtres qui semblent particulièrement intéressés par les êtres humains en tant qu'objet d'étude. Généralement, lors d'un enlèvement, la personne est paralysée. Puis elle voit apparaître des petits corps avec des grosses têtes. C'est extrêmement terrifiant pour la majorité des gens, naturellement. Cette ou ces personnes sont ensuite emportées dans un faisceau de lumière. Nous n'avons aucune idée de la façon dont c'est possible. Jusqu'à un vaisseau, ils sont emmenés à l'intérieur alors qu'ils sont toujours paralysés, incapables du moindre mouvement. Alors une série d'examens physiques a lieu, qui se concentrent sur le cerveau, l'appareil reproducteur et le système nerveux. La mémoire consciente est en grande partie effacée. Pas totalement, mais en grande partie effacée. La personne n'a ainsi que des fragments de souvenirs, mais pas la mémoire de toute la procédure. Ça la laisse très confuse. Est-ce que c'est vraiment arrivé? Est-ce que je deviens fou? Une des choses les plus importantes à réaliser est que la personne est enlevée encore et encore à travers toute sa vie. Ça n'arrive pas qu'une seule fois. C'est comme si la personne était devenue un objet d'étude systématique de la part des occupants des ovnis. C'est intéressant de voir comment ils se ressemblent. Ils ont été dessinés par différentes personnes, dans des endroits différents, à différentes époques. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes familiers de ces visages. C'est vrai. Ils nous sont familiers, c'est sûr. Ce n'était pas le cas à l'époque où ces dessins ont été réalisés. C'est intéressant ici, parce qu'ils ne sont pas musclés, puissants ou menaçants. Ils paraissent maigres et faibles. Mais la terreur, je pense, vient de ce que lorsque les gens les regardent, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans leur tête. Ils ne savent pas à quoi ces êtres pensent. Mon souhait le plus grand est que des personnes avec une crédibilité scientifique importante, et spécialement dans le domaine de la santé mentale, se penchent là-dessus sérieusement. Peu importe leur opinion, ils peuvent commencer en se disant qu'il n'y a rien à trouver, je m'en moque. Si vous êtes suffisamment intéressé juste pour vous pencher sur la question sérieusement, ça me suffit. Ainsi, j'ai été extrêmement heureux quand John a commencé son travail. C'était très audacieux de sa part, très audacieux et extrêmement utile. John Edward Mack est né à New York le 4 octobre 1929. En 1955, John obtient son doctorat en médecine à l'université de Harvard. Il épouse Sally en 1959. À la fin des années 60, il fonde le département psychiatrie de l'hôpital de Cambridge et lui confère rapidement une réputation mondiale. En 72, il devient professeur titulaire en psychiatrie à l'université de Harvard.
1977 sera un moment crucial dans sa vie. C'est cette année-là qu'il reçoit le prix Pulitzer pour une biographie qu'il consacre à Laurence d'Arabie. Lorsqu'il reçoit ses premiers enlevés, John a près de 40 ans de pratique en psychiatrie. Son diagnostic, qu'il publie en 1994, fait scandale. Et pourtant, il va être confirmé par de nombreuses autres équipes médicales. Il est bouleversant. Il écrit que les enlèvements que rapportent ces gens ne sont pas des hallucinations. Il ne s'agit pas de schizophrénie, de psychose ou de n'importe quel autre désordre mental. Il ne s'agit pas de rêve, des enlèvements se produisent en pleine journée. Les enlevés sont sincères et très dérangés par ce qui leur arrive. Ils n'ont rien à gagner et sont conscients que ce qu'ils racontent est absurde. Enfin, ils rapportent absolument tous la même histoire, dans les moindres détails. Entre New York et Boston, sur la côte sud du Massachusetts, je retrouve Dominique Kalimanopoulos. Dominique fut l'associé de John lors de recherches que tous deux menèrent à travers le monde entier. Car après la publication du premier livre de John, la question s'est posée de savoir si le phénomène des enlèvements extraterrestres était cantonné aux États-Unis. Partout où nous sommes allés, sans exception, des gens avaient des expériences d'enlèvement extraterrestres impliquant ces habituels petits êtres gris, identiques à ceux rapportés de façon si courante aux États-Unis. Nous avons parlé à de nombreuses personnes à propos de leurs enlèvements, mais c'est rare de pouvoir travailler avec un groupe qui a fait collectivement la même expérience. C'est plus convaincant et cela semble plus légitime. Justement, nous avons eu un cas où de jeunes enfants avaient fait l'expérience d'une rencontre avec deux ovnis et deux êtres qui avaient survolé leur cours de récréation. C'était une petite école secondaire à l'extérieur d'Harare, au Zimbabwe. 60 enfants ont vu ces deux ovnis se poser et deux êtres en sortir. Je me souviens encore de la façon dont une petite fille m'avait décrit la scène. Elle disait que c'était comme si les êtres sautillaient sur l'herbe en se dirigeant vers eux. Je me rappelle la voix de John, tout particulièrement alors qu'il demandait à une petite fille. C'était une école un peu post-coloniale, très disciplinée, avec des enfants de différentes origines en uniforme. John demanda « Comment appellerais-tu ces êtres que tu as vus ?» Elle a répondu « Je les appellerai aliens, je les appellerai extraterrestres. » En septembre 1994, plus de 60 enfants de cette école de la banlieue d'Harare, au Zimbabwe, furent témoins de l'atterrissage de plusieurs objets et virent deux êtres en sortir. Un peu plus de 2 mois après, John et Dominique s'étaient rendus sur place afin de travailler avec les enfants, leurs parents et les professeurs encore sous le choc. John, spécialiste notamment en psychiatrie infantile, avait longuement questionné les enfants. Quelque chose t'a fait peur, c'est bien ça? Oui. Qu'est-ce qui t'a fait peur? Le bruit. Quel bruit? Le bruit qu'on a entendu dans l'air. Tu as entendu un bruit dans l'air. Ça ressemblait à quoi? Un rugissement, un bourdonnement, un ronflement? Quel genre de bruit? C'était comme si quelque chose jouait de la flûte. J'étais effrayée moi-même. Effrayé parce que tu as vu quelque chose toi-même? Oui. J'ai vu un petit objet survoler. Il était assez grand en fait, et il y en avait des petits tout autour. On a vu quelque chose argenté. Alors, on a couru très vite jusqu'à la cabane. Et on a vu un truc argenté et un homme debout à côté. Ça faisait quoi quand il te regardait? J'ai eu peur. Ça faisait peur? Qu'est-ce qu'il y avait qui faisait peur? J'ai eu peur parce que je n'avais jamais vu une personne comme ça avant. Tu as vu les yeux? Ils ressemblaient à quoi? Ils étaient comme ça. Où était la partie pointue? La partie pointue était là ou ici? Là-haut. Là-haut. Que ressentais-tu quand tu regardais ses yeux? Ça faisait peur. Peur? Pourquoi? Qu'est-ce qui te faisait peur? Les yeux semblaient malfaisants. Malfaisant? Qu'est-ce qui était malfaisant en eux? Dis ce que tu entends par malfaisant. Ils semblaient malfaisants parce qu'ils n'arrêtaient pas de me fixer. Te fixer? Comme pour faire quoi? Comme s'ils voulaient venir nous prendre.
comme s'il voulait venir te prendre. C'est le sentiment que tu as eu? Qu'il voulait que vous alliez avec lui? Tu avais le sentiment que tu voulais aller avec lui? Non. Quelle a été ta réaction quand tu as senti qu'il voulait que tu ailles avec lui? J'ai juste avancé et j'ai commencé à pleurer. Ils sont arrivés ici en courant et tellement paniqués. Même si on l'avait voulu, jamais on n'aurait réussi à les faire courir tous ensemble comme ça. On a essayé je ne sais combien de fois. Ils ont jailli ici comme s'ils avaient vu un serpent. On était en réunion de professeurs, on les a entendus hurler et ils étaient là. Des enfants ne peuvent pas inventer tout ça. J'étais également très sceptique au début. Je pensais qu'ils avaient effectivement vu quelque chose, mais je n'étais pas préparée à accepter le fait que c'était quelque chose de surnaturel. Je pense que la cohérence de ce qui s'est passé indique qu'il y a eu autre chose que ce que j'étais prête à accepter au début. Les deux couraient. Un était dans les arbres et l'autre courait autour du vaisseau. Parce qu'il y avait aussi des arbres là. Les yeux étaient plus pointus vers l'intérieur du visage. Oui, non. Plus arrondi ici. Et c'était tout noir. Et tu fais des pupilles. Est-ce qu'ils avaient des pupilles ou c'était tout noir? Oui, les pupilles étaient blanches comme ça. Tu as vu du blanc au centre? Oui, comme ça. Est-ce qu'il était près de l'objet argenté ou plus loin? Non, il était au-dessus. Sur le dessus de l'objet argenté, ok. Et est-ce que tu l'as regardé? Oui. Il t'a regardé? Oui. Il m'a foutu les jetons et j'ai arrêté de le regarder. Il t'a foutu les jetons? Là, sur ton dessin, on le voit debout. Oui, j'ai dessiné debout parce que je sais pas le dessiner assis. Ce que j'ai pensé, c'est que peut-être ce sera la fin du monde. Peut-être ils nous disent que ça va être la fin du monde. Pourquoi penses-tu qu'ils veuillent que nous soyons effrayés? Parce que peut-être on ne fait pas assez attention à la planète, à l'air. Et est-ce une idée que tu avais déjà, que l'on ne fait pas assez attention à la planète et à l'air? Ou cette idée t'est venue quand tu as eu cette expérience? Quand j'ai eu cette expérience. Et comment cette idée t'est venue de cette expérience? C'est un peu difficile, mais essaie d'être avec moi ici, ok? Comment cette idée t'est-elle venue quand tu as eu cette expérience? Je me suis juste sentie vraiment horrible à l'intérieur. À quel moment tu t'es sentie horrible? Quand tu as vu le vaisseau? Quand tu es rentré chez toi le À soir? la maison. Tu as eu ce sentiment horrible quand tu es rentré chez toi. Parle-moi de ce sentiment horrible. C'était comment? C'était comme si, dans le monde, tous les arbres étaient abattus, il n'y aurait plus d'air et les gens mourraient. Ces pensées te sont venues... Tu avais ces pensées avant cette expérience? Non. Non. Comment ces pensées te sont venues? Elles te sont venues depuis le vaisseau ou... De l'homme. De l'homme. Et l'homme t'a dit ces choses. Comment t'a-t-il transmis ça? Il n'a jamais rien dit. C'est juste son visage, ses yeux. Quelle est la sensation que tu as eue de ses yeux? Il était intéressé. Il parle de ses expériences, de ces événements, comme une personne parle de quelque chose qui lui est arrivé. Lorsque vous parlez à un psychotique qui vous raconte quelque chose qui ressemble à une psychose, vous sentez que ce quelque chose n'est jamais arrivé. Je peux le dire, je sais que c'est quelque chose que la personne veut me faire croire, qu'il effraie ou qu'il déforme la réalité. Il n'y a rien de comparable ici. Ce sont des personnes saines me parlant de quelque chose dont ils se rendent bien compte que ça paraît fou. Et ils ont conscience de cela.
Ils se posent plein de questions, ils doutent d'eux-mêmes. Et ils décrivent quelque chose de réel et d'intense. Une lumière, quelque chose que l'on fait à leur corps. La qualité de la façon dont ils en parlent est celle d'une personne parlant d'une expérience qui lui est réellement arrivée. John a découvert que de l'Afrique au Brésil, de l'Australie à la Turquie, tous les enlevés décrivent exactement les mêmes êtres. Leur première représentation au cinéma date de 1977, dans Rencontre du troisième type. Pour écrire ce film, Spielberg s'était inspiré du récit de spécialistes des ovnis et des descriptions faites par les enlevés de l'époque. Ces êtres sont apparus au cinéma parce que des personnes disaient les voir, et non l'inverse. De plus, dans certaines cultures traditionnelles, on rapporte leur existence depuis des siècles. Par exemple, chez les Indiens de la forêt amazonienne, ces êtres s'appellent Ikuya. Ce sont des Mantidané pour les Zoulous d'Afrique du Sud. J'avais découvert cette partie du travail de John en passant un peu de temps chez lui. J'y avais fait la connaissance de Karine, une de ses anciennes patientes. Au moment où je rencontrais John, Karine venait d'emménager dans le dernier étage de cette belle maison. Karine parle d'enlèvement à répétition depuis l'enfance. Autre enlevé, Will, travaille depuis 5 ans au sein de l'institut de recherche créé par John. Will et Karine ont tous deux des souvenirs précis et conscients de leurs expériences. Tous les deux ont réussi, mieux que d'autres, à transformer le traumatisme initial de ces contacts afin de pouvoir vivre normalement et d'essayer de comprendre ce qui leur arrive. Hey, Bree, I see him too. Hey, Stefan. How you doing? How are you? Good. How are you doing? Nice to see you again. I should. Yeah, you should. Un exercice difficile lorsqu'il s'agit de traduire des expériences semblant faire intervenir des sensations que nous ne connaissons pas dans notre vie quotidienne. Des parties de temps manquantes, des sensations physiques intenses. Some of these experiences, I hate. Tu sais, je déteste parler de mémoire, parce que quand tu as une expérience, ce n'est pas comme si tu avais perdu une partie de ta mémoire. C'est plus comme si le temps avait été déformé. Tu sais, tu marches dans un endroit, quelque chose se passe, et subitement, il est 5 heures plus tard. Ce n'est pas comme si tu avais perdu une partie de ta mémoire. Tu es conscient la totalité du temps, mais c'est comme si une section de ta vie avait été enlevée. Oui, comme coupé au montage. Oui, coupé au montage. C'est comme si les deux moments du film étaient collés l'un après l'autre. Tu es complètement conscient là et complètement conscient ici, mais l'enchaînement des deux séquences n'a aucun sens parce qu'il y a toute cette partie entre les deux qui manque. Pour te donner une idée de ce que c'est, là, maintenant, on prend un thé tous ensemble. Tu sens bien ce que cela veut dire. Alors imagine la seconde qui suit, juste après que j'ai arrêté de parler. Soudain, tu te retrouves dehors, à côté de ta voiture. Juste la seconde d'après, pas de saut de temps. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. T'es maintenant, seconde suivante dehors, près de la voiture. Tu es conscient ici, tu es conscient dehors. Je ne te demanderai pas ce qui vient de se passer en te retrouvant près de ta voiture. Mais comment diable je suis arrivée ici? J'étais à l'intérieur il y a une seconde en train de boire du thé. Tu ne te rappellerais pas être sorti, avoir passé la porte, nous avoir dit au revoir. Tu n'aurais aucune idée de ce qu'il y aurait pu se passer entre le thé et la voiture dehors, mais tu étais conscient aux deux endroits. Lorsque je me réveille, adulte, dans ma chambre, rempli de cette lumière bleue, pendant un instant je pense, est-ce que c'est une fuite de gaz, une explosion, un feu? Mais c'est immédiatement suivi par cette peur. Ils arrivent. J'essaye de me cacher sous le lit, de me dissimuler, mais il n'y a nulle part dans cette chambre où se cacher. Les portes s'ouvrent et ces deux êtres entrent. L'un attrape ma jambe. C'est très physique. Il touche ma jambe. Je sais que cette lumière signifie que ces choses vont ensuite apparaître. Au début, ça commence lorsqu'ils nous rencontrent. Quand ils viennent chercher les enlevés, dans cette densité. Alors ils sont solides comme nous maintenant. Ensuite, nous sommes enlevés, nous quittons cette dimension et en quittant cette dimension, les choses sont moins denses. C'est comme si les vibrations changeaient, que tout s'accélère. On sent que le corps devient lumineux. En ce qui me concerne, j'ai la sensation que chacune de mes cellules s'éloigne les unes des autres, et que la vitesse de vibration de la matière augmente. Si c'était juste quelque chose qui se passait dans ma tête, comme un genre de rêve, je n'aurais parlé à personne. Je l'aurais gardé pour moi. Je suis au courant que ces histoires sont insensées pour qui les entend. Je suis au courant qu'elles paraissent folles à tout le monde. Pourquoi voudrais-je sortir et annoncer « Hé, j'ai ces rêves et je pense qu'ils sont vrais ». C'est ridicule, c'est stupide, je ne ferais pas ça. La seule raison pour laquelle je crois en la réalité de ce qui m'est arrivé est que mon corps était physiquement impliqué.
Et parce que ces expériences, ces êtres, sont physiquement entrés dans mon univers. Ce que nous avons appris de beaucoup d'enlevés, moi y compris, qui ont décrit ces expériences en détail, je crois que nous décrivons deux différentes réalités se rencontrant, se mélangeant temporairement, puis se séparant, laissant bien peu de traces. Je pense que la rencontre de ces deux mondes n'est possible que quelques minutes d'affilée. Je ne pense pas qu'un alien puisse apparaître dans notre monde et y rester. Je ne les ai vus dans notre environnement que brièvement. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Alors ils emportent, nous, moi, quiconque de notre environnement. Ils nous emmènent dans leur environnement extraterrestre pour la plupart du temps, puis nous ramènent. Il y a quelques siècles, la Terre était plate. L'histoire des sciences compte tant de ces moments où les certitudes les plus absolues sont balayées par une découverte révolutionnaire. Se pourrait-on alors que nous soyons à l'aube de quelque chose de nouveau ? J'ai quitté Boston en direction du nord, vers la frontière canadienne, où j'ai prévu de retrouver Michael et Trish. Michael est écrivain, Trish ancienne dirigeante d'entreprise. En septembre 97, Michael et Trish, qui venaient de se rencontrer, s'apprêtaient à passer leur premier week-end ensemble. C'est alors que ces deux New-Yorkais ont vécu leur première expérience commune, ici même. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. C'est bon de te voir. Je suis content de te revoir. Tu as fait bon voyage? Oui, très bon, très bon. Content que tu sois là. Alors c'est ici que tout est arrivé? Oui, lorsque nous nous sommes réveillés au milieu de la nuit, l'objet était juste au-dessus du lac, entre cet arbre et cet arbre. Quel genre d'objet c'était? J'ai vu un large objet en forme d'ellipse, avec une grande lumière en émanant. De mon côté, depuis la maison, je n'ai pas bien vu la forme en ellipse. Mais j'ai vu cet immense faisceau de lumière en sortir. Il devait faire 6 à 8 mètres de haut. Michael sait être un enlevé depuis longtemps. En revanche, Trish n'avait, elle, jamais entendu parler de ce phénomène. Cette nuit-là, Michael se retrouve réveillé, assis sur le bord du lit, regardant un objet intensément lumineux à l'extérieur, au-dessus du lac. Un peu après, Trish se retrouve exactement à la même place, alors que Michael est parti observer l'objet depuis la cuisine. Tous deux n'ont aucun souvenir entre le moment où ils se sont couchés et celui où ils se retrouvent assis sur le lit. C'est cette partie de temps manquant que tous les deux, séparément, ont voulu explorer avec John Mack, lors de relaxation. Ils vont ainsi se souvenir de l'expérience dans sa totalité, tous deux découvrant la même version. Voir l'OVNI ne fut pas la totalité de l'expérience. C'était juste la fin d'une expérience plus longue. Ce que nous avons découvert est qu'entre le moment où nous sommes allés nous coucher et le moment où nous nous sommes réveillés, nous avons eu une rencontre. Je me suis remémoré soudainement être au-dessus du lit. J'étais allongée sur le lit, sur le dos, et je pouvais voir mes pieds dressés vers le haut, la position qu'ont les pieds quand vous êtes allongé sur le dos. Je pouvais les voir alors que j'étais allongée. Et je pouvais sentir que j'étais une trentaine de centimètres au-dessus du lit. Je trouvais ça vraiment intéressant. J'ai pensé, waouh! Puis mon corps a commencé à bouger, à tourner légèrement pour venir contre le mur. Puis il continuait à bouger, alors je suis passée à travers le mur. Je pense que c'était parfaitement fou, mais c'est ce qui se passait. Et d'une façon ou d'une autre, j'ai été transportée dans ce tunnel de lumière. Je ne pouvais pas voir où j'étais, ou si qui que ce soit était avec moi, mais j'étais comme incliné vers l'arrière. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais de debout, j'ai été incliné. Alors je pense avoir vu des êtres, mais je n'avais pas une image nette.
C'était comme si vous aviez un appareil photo et que vous essayiez de faire le net. Je n'arrivais pas à les voir net. C'était comme la forme de 5 épaules et têtes me regardant. Puis j'ai été transporté dans un autre endroit où il y avait une sorte de lumière puissante sur moi. Des silhouettes de gens, des êtres, puis j'ai été encore transporté. Je n'avais pas une image claire de ce qui se passait. Puis subitement, je suis reparti en arrière, dans le tunnel que j'avais emprunté pour venir. J'ai pu reconnaître les séquences de couleurs, alors j'ai su que je revenais. Soudain, il n'y a plus eu que cette lumière aveuglante, et j'étais assis sur le bord du lit. Il y avait un être avec moi. J'étais assise dans une chaise et j'étais transportée dans ce tunnel. Quelque chose m'a tirée et cet être était avec moi. Et je ressentais un amour absolu, total. Je me sentais très bien, en sécurité. Je me sentais entourée d'amour. C'était stupéfiant. Je n'arrive même pas à l'expliquer correctement maintenant. Je me sentais tellement en sécurité. Et la chose suivante que j'ai su, oui, cet être était en fait de lumière. Je n'avais jamais vu un être de lumière avant. Je pouvais voir les yeux qui étaient plus brillants. Il n'y avait pas vraiment de corps défini, c'était juste de la lumière. Mais c'était plein d'amour et amical. Puis la chose suivante dont je me rappelle est d'être assise sur le coin du lit, regardant à travers la fenêtre ce tunnel de lumière en travers du lac. Je ne peux pas dire s'il disparaissait ou s'il se rétractait dans la grande ellipse. Mais il réduisait, puis il a disparu. Pendant un instant, il n'y avait plus d'extension, juste cet objet énorme en forme d'ellipse. Et puis, il était parti. Il a disparu juste devant mes yeux. Plus surprenant encore, ce soir-là, avant leur expérience, Michael, romantique, avait filmé leur soirée, pensant que si l'année suivante, lui et Trish étaient toujours ensemble, ils regarderaient la cassette. Sans raison, il était sorti filmer à l'extérieur. Et ils n'ont effectivement découvert le film que l'année suivante, pour s'apercevoir qu'il y avait sur la bande un objet inexpliqué. C'est la cabine dans laquelle nous étions, là où nous avons eu la rencontre. Là, c'est la chambre, là, le salon. Maintenant, je suis à l'extérieur, regardant vers l'intérieur. Là, c'est moi avec la caméra. Mais regarde, là, il y a une lumière, et une autre, et j'ai zoomé pile dessus. Il y en a une autre ici, en bas. Je n'étais vraiment pas conscient de leur présence. Et ce silence, tu vois, c'est complètement silencieux. Mais maintenant, des oies traversent. Tu peux voir que la caméra fonctionne. Alors, que pouvaient être ces lumières silencieuses et comment ont-elles disparu? La chose la plus stupéfiante, c'est que tu ne te souviens pas avoir filmé ça. Non. Là, tu vois, je suis de retour à l'intérieur et je filme le dîner comme si rien ne s'était passé. Je n'ai pas vu le film avant l'année suivante, parce que comme nous étions toujours ensemble, on a sorti la cassette. Ça n'est qu'à ce moment-là que j'ai remarqué les lumières. Qu'y avait-il sur cette bande vidéo? Un objet? Je réalise soudain que ce sont les rencontres, les émotions vécues par les enlevés avec lesquels j'ai pu m'entretenir qui m'impressionnent vraiment. Michael, Trish, Randy, Will, Karine, aucun d'eux n'est fou. Pour John également, la valeur des témoignages humains était ce qu'il y avait de plus convaincant. Lui, le psychiatre, l'expert des mécanismes mentaux de l'homme, il avait acquis la certitude qu'en plus d'être sain d'esprit, les enlevés étaient sincères. Et pourquoi, alors que pour certains l'expérience est traumatisante, est-elle lumineuse pour Michael et Trish? Dans le cadre d'une approche scientifique, vous avez un modèle qui émerge et qui est plus ou moins solide. Tout le monde n'est pas pareil. Certains enlevés sont plus traumatisés, d'autres sont plus ouverts spirituellement. Certains plus ouverts sur l'écologie, il y a aussi des images d'apocalypse. Dans cette culture particulière qui est la nôtre, ce n'est pas supposé être possible. Et alors?
Ce qui est possible est une question de vision du monde. C'est arbitraire. La culture décide ce qui est réel. Ce qui est réel dans notre culture est complètement différent de ce qui est vrai dans la réalité des Indiens d'Amérique, dans la réalité des bouddhistes tibétains, la réalité des Kahuna d'Hawaï. Nous avons une certaine idée de ce qui est réel. Elle est très limitée et devient de plus en plus limitée au fur et à mesure que passent les siècles. Le poète Rilke disait, en parlant du monde de l'esprit, que nos sens par lesquels nous pouvons connaître le monde de l'esprit sont atrophiés. Nous n'avons même plus l'appareillage mental, les capacités de perception qui nous permettraient de connaître mieux la réalité. Nous avons perdu les sens premiers nous permettant d'aller au-delà de notre horizon physique très limité. Pourquoi veut-on si désespérément que tout ça ne soit pas possible? Ça n'est pourtant pas la question que nous posent les enlevés. Ils ne me demandent pas de les croire, ils n'essayent de convaincre personne. Est-ce seulement la raison qui nous fait rejeter ce qu'ils rapportent? Côtoyer John m'a fait comprendre que je ne possède pas les éléments me permettant de décider ce qui est possible ou non. Trop de choses nous échappent. Alors j'ai décidé d'écouter et de continuer à chercher, d'explorer cette nouvelle frontière. Et cela me conduit chez Sue et David, une belle maison dans les collines du Vermont. Sue a 56 ans. Elle est enlevée depuis l'enfance. Des expériences très traumatisantes pour elle. Avec le temps, elle a réussi à surmonter la peur, notamment en peignant ses visiteurs. Ça m'effrayait tellement dès que j'y pensais. Mais quand j'ai finalement réussi à le peindre, j'ai trouvé son visage moins effrayant. C'est presque comme s'il s'interrogeait. Tu te souviens vraiment avoir vu ce visage? Oui. C'était quand? Le premier enlèvement dont Sue se souvient consciemment s'est produit lorsqu'elle avait 19 ans. Elle était alors chez ses parents. Dans la nuit, une lumière bleue pulsant à travers la chambre la réveille. Sue est dans son lit, terrorisée. Elle n'ose tourner la tête. Ils sont là, pense-t-elle. Mais qui ils? Ses pensées n'ont aucun sens. Elle entend sa mère se lever, l'appeler, puis se recoucher. Morte de terreur, Sue se résigne à regarder et aperçoit alors deux petits êtres gris. Puis elle perd connaissance. Le lendemain, sa mère lui confirme qu'elle s'est effectivement levée après avoir entendu du bruit dans sa chambre, mais qu'une force l'a comme obligée à se recoucher. Progressivement, Sue va réaliser qu'elle est enlevée depuis la petite enfance, mais sans rien comprendre de ce qui lui arrive. C'est vraiment à l'âge de 19 ans que, pour la première fois, je me suis souvenu que ces êtres venaient depuis que j'étais enfant. Les voir rentrer dans la chambre, me réveiller, et les trouver juste à côté de mon lit, et être terrifiée. J'avais le sentiment que le monde n'était pas un endroit sûr, qu'aucun endroit n'était sûr. Où que j'aille, quoi que je fasse, ils me trouveraient. Personne ne pouvait m'aider. Personne ne pouvait arrêter ça. C'était vraiment effrayant. Effrayante façon de grandir. Plus tard, c'est ce qui m'a vraiment obsédée pour mes enfants. Savoir qu'ils étaient visités aussi sans que je puisse y faire quoi que ce soit. David, le mari de Sue, dirige une entreprise de bâtiment. Amoureux de la nature, il prépare sa retraite le week-end en transformant une partie des 65 hectares de leur propriété en plantation de sapins de Noël. David est debout à l'aube chaque matin. Il n'est pas enlevé lui-même, mais il partage la vie de Sue depuis plus de 30 ans. Il y a des arbres sur le bord du champ, beaucoup sont vieux, et ils commencent à tomber, tu sais, à tomber sur mes sapins de Noël, et à côté. Alors je les abats pour faire du bois de chauffage plutôt que de les regarder tomber. Tu as vu des choses également toi-même par ici? J'ai pas vraiment vu des choses, mais j'étais paralysé. Tu sais, maintenu par terre.
Je ne pouvais pas bouger. Ça avait un lien avec ce qui arrive à Sue, autant que je puisse dire. J'essayais de me lever, j'étais paralysé, je ne pouvais plus bouger. Tu te souviens de ce qui se passe? Non, je ne me souviens jamais de rien. Mais avant d'être paralysé? Juste le bruit. Ou alors elle commençait à bouger, j'essayais de me lever, tu sais, pour voir ce qui se passait. Ça doit être obsédant, non? Ah oui. Ça m'est arrivé ici aussi. Comme si un énorme poids me maintenait dans le lit. Et je peux pas l'expliquer. Je suis fort et pourtant je ne peux pas m'en défaire. Ensuite, je m'endors. Quand je me réveille, c'est fini. Sitôt le repas terminé, David est reparti s'occuper de l'entretien de sa ferme, comme il aime dire. Sa ferme de sapins de Noël. L'hiver s'installe. David et Sue ont 2 enfants, Danny et Jake, qui approchent tous les 2 de la trentaine. Ils ne vivent plus chez leurs parents. En 1990, Sue a vécu un enlèvement dans lequel ses 2 enfants étaient impliqués. Danny avait 13 ans et Jake 11. La nuit était tombée. Sue et David sont réveillés par cette lumière bleue et l'écouinement plaintif de leur chien Molly. L'animal est en bas, terrorisé. Sue se lève, David n'y arrive pas. Sue est alors comme poussée vers l'escalier. Alors que je descendais les marches, je me souviens avoir pensé « Il faut que j'en ai le cœur net ». Je regardais partout. C'est ma maison, nous sommes dimanche soir. David est couché, il est 11 heures du soir, ce sont mes dessins sur les murs. C'est la couleur de mon tapis. Je sais que je suis réveillée. Et je suis passée dans la cuisine. Danny était là, debout. Il a 13 ans. Il se tenait droit comme un robot. Ses mains étaient vraiment droites et contre le corps. Ses yeux étaient exorbités. Il avait l'air tellement effrayé. Je me suis approchée de lui et je me rappelle avoir pensé « Mon Dieu, il est paralysé par la peur. » C'est la pensée qui m'est venue à l'esprit. Je me suis approchée de lui, je l'ai touché et je lui ai dit « Trésor, ils ne vont pas te faire de mal. Ils ne vont pas te faire de mal. » Ça va aller, ils ne vont pas te faire de mal. C'était comme s'il ne m'entendait pas et qu'il ne pouvait me voir. Ses yeux regardaient droit devant lui. La lumière était tout autour de nous à ce moment-là. Je l'ai dépassé, je me suis mise derrière lui. Et juste à cet instant-là, j'ai vu Jake passer la porte et entrer dans la cuisine. J'étais vraiment en colère. Je me disais, vous avez gâché ma vie entière, ne gâchez pas celle de mes enfants. Mais je ne pouvais rien faire. C'est la dernière chose dont je me souvienne. Tout ce qui a suivi était comme un rêve, comme vraiment dans un rêve avec des choses incompréhensibles. Je savais que je n'étais plus dans ma maison, je ne sais pas où j'étais, mais je pouvais entendre Danny hurler, et moi j'essayais de taper quelque chose. Je me souviens que tout était fou. La chose suivante dont je me souviens est de me réveiller le lendemain matin, me réveiller dans mon lit. David était là. Lorsque je me suis réveillée, je suis restée allongée quelques minutes en me disant « Il faut que ce soit un rêve ». David m'a dit « Sue, tu t'es levée. Tu t'es levée et je t'ai parlé. Tu contournais le lit, je t'ai demandé où tu allais, tu m'as dit que le chien couinait et que tu descendais voir. Il m'a dit « J'ai essayé de me lever, mais je ne pouvais plus bouger. » Parce que j'étais comme paralysée. Quelque chose me maintenait et tout est devenu noir et je me rappelle de rien ensuite. Je me souviens avoir ressenti une terreur absolument totale.
Les oiseaux mangent les insectes dans l'arbre, alors c'est le moment d'en faire du bois. Tu vois les trous? Ah oui, oui. Pas mal de branches se cassent. Vaut mieux le brûler, va. Qu'est-ce que tu veux savoir, Captain? Ce que tu ressens à propos de tout ça, de tout ce qui arrive à Sue et aux enfants? Je sais pas. Ça paraît tellement étrange. C'était quand la première fois que tu as remarqué que quelque chose n'allait pas? Elle a commencé à avoir, tu sais, ses expériences alors qu'elle était enfant. Puis, après la naissance des garçons, il y a eu de plus en plus de trucs qui se passaient. Et bon, j'en apprends un peu plus chaque fois, simplement en écoutant Sue. Comme pour la religion, j'ai appris en écoutant, en regardant ce qui se passe. Voilà, à peu près. Tu sais, c'est comme ça, et il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire. Il y a beaucoup de gens cultivés qui croient au phénomène ovni. Je ne me considère pas comme quelqu'un de cultivé, mais il faut garder son esprit ouvert à tout. Personne, à ce jour, n'est en mesure d'expliquer de façon satisfaisante ce qui arrive à ces enlevés. Ils sont sincères, ils ne sont pas fous, et quelque chose d'extérieur s'immisce dans leur vie. Il serait peut-être temps d'arrêter de dire que tout ce que nous ne comprenons pas n'existe pas. J'ai lu cet article qui donnait une sorte d'interprétation jungienne des ovnis. Et je ne cessais de me demander, ok, mais est-ce que c'est réel? Ce que je me demandais en voulant savoir si c'était réel devait être très basique à cette époque. Est-ce que les ovnis sont réels? Est-ce que des gens voient vraiment des extraterrestres? Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Et je suppose que si vous posez une question suffisamment forte, l'univers coopère et vous apporte des informations qui se rapportent à la question. Alors, vous en êtes où?